démocratie qui change un élément fondamental. Le peuple dans la démocratie, il est à la fois un et multiple. Un, parce qu'il constitue le corps de l'État-nation. Nous, quand un État démocratique est agressé, on en appelle au peuple. Et en même temps, il est multiple parce qu'il est traversé par des contradictions. Eh bien, par des divisions, par des conflits politiques, ce qui fait le cœur de la démocratie. Le populisme, c'est la substitution du un au multiple. C'est Claude Lefort qui, alors qu'à l'époque, un philosophe qui à l'époque analysait le totalitarisme, parlait du peuple, P majuscule, trait d'union 1 avec un U majuscule, pour faire comprendre ce qu'il voulait dire. Le populisme n'est pas encore un totalitarisme, mais c'est cette affirmation d'un peuple qui prospère sur différentes causes, crise sociale, crise politique, crise culturelle. Alors, bon, crise... Ouais, on aurait chose, par exemple, Javier Milei en Argentine, ou Geert Wilders aux Pays-Bas, et par exemple Marine Le Pen ou Giorgia Meloni en Italie. Donc voilà, c'est une émission sur France Culture ou France Inter, je ne sais pas, qui parle du populisme. D'après cette émission, le 19e siècle, c'était le siècle des nationalismes, le 20e siècle, celui des totalitarismes, et le 21e, maintenant, ça serait celui des populismes. Alors, globalement, on pourrait, entre la dictature et le populisme, on pourrait penser à, on peut voir une évolution vers la douceur, en fait. Et alors, d'abord, bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Donc, tout ce qu'on vit, même si on passe des étapes très difficiles, voilà, il y a eu au XXe siècle, il a fallu passer 14-18, puis 39-45, puis etc., etc. Et là, on voit bien que depuis l'arrivée de l'oligarchie au pouvoir, à la fin du communisme, quand le capitalisme est devenu tout puissant, eh bien, cette toute-puissance, il en a abusé et il l'a utilisé pour essayer d'asseoir son hégémonie. Et on parle du capitalisme, donc de l'Occident en somme, hein, les États-Unis, l'Europe, etc. Et c'est ce qui a fait que depuis les années 90, on va dire, il y a un tas de conflits qui ont constellé finalement l'humanité quand on y réfléchit. Il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Irak, il y a eu le Yémen, etc. Donc en définitive, ce monde qui devait aller vers quelque chose de plus paisible parce que il n'y avait plus le conflit entre communisme et capitalisme, eh ben, il se trouve qu'il est pratiquement plus violent parce qu'en définitive, quand un système devient hégémonique, n'a plus de contradicteurs, en somme, n'a plus de garde-fous, tant que le capitalisme avait le communisme comme garde-fou, il n'osait pas abuser des ouvriers, abuser voilà, maltraiter le social. Il était obligé d'avoir un comportement social le maximum. C'est ce qui a fait les 30 Glorieuses, en fait. Hein. Dans les 30 Glorieuses, il y avait un progrès social continu. Chaque année, il y avait des gains sociaux, mais c'était inouï, quoi, hein, pour les ouvriers. Et pareil, de l'autre côté, le communisme ne pouvait pas se permettre d'écraser toutes les libertés. Il écrasait la liberté, évidemment, au profit de l'égalité, de la fraternité, etc., des valeurs communistes qu'il
mettait en avant, mais par contre les libertés étaient maltraitées dans tous les pays de l'URSS, soumis à l'URSS. Mais ils étaient quand même obligés de laisser rentrer des libertés. Voilà, la jeunesse, elle rêvait un peu de ce qui se passait en Occident, la musique, le rock, les jeans, machin, etc., etc. Et donc, il y avait une sorte de permissivité obligatoire. Ça ne pouvait pas être une dictature trop dure parce que ça aurait donné du carburant à ceux qui voulaient sortir rapidement du régime communiste. Et alors, cette lutte entre le communisme et le capitalisme a duré pratiquement depuis 1918-17, quand les bolcheviks ont pris le pouvoir. Tout de suite, il y a eu un conflit entre le capitalisme qui voyait ça comme une menace, l'arrivée de la dictature du prolétariat, le peuple qui allait prendre le pouvoir. Donc, les capitalistes ont vécu ça comme une grosse menace. Et donc, ils se sont mis à essayer de casser, d'empêcher ce communisme de se réaliser correctement. Ils l'ont poussé à la paranoïa, donc à obliger de fermer ses frontières parce que voilà, le capitalisme essayait de manipuler des opposants, etc., etc. Et donc, déjà que le communisme avait cette propension à la paranoïa, ça a augmenté encore plus, et ils sont tombés par leur propre paranoïa et par l'enfermement dans lequel ils se sont mis et dans lequel les Américains et les Occidentaux les ont poussés, en fait. Et donc voilà, le capitalisme a vaincu, pas de problème. Et depuis cette époque-là, donc depuis les années 90, on est rentré dans l'ère des populismes. Et là, tel que les radios en parlent, ça serait un petit peu la faute du peuple, en somme. Ça serait un peu le peuple qui réclamerait du populisme comme ça, qui serait tombé sans raison vers le populisme. À mon sens, le peuple, quand il n'est pas maltraité, quand il n'est pas abusé, quand on ne cherche pas à faire régresser ses acquis sociaux, etc., à lui donner une part de bonheur, quand on ne cherche pas à accélérer son stress pour qu'il travaille plus, pour qu'il consomme plus, etc., eh bien le peuple, il élit toujours des hommes politiques les plus centristes, au fond, les plus universalistes, les plus doux, les moins extrémistes. Et quand par contre il se fait abuser et qu'il n'a pas de moyens de s'exprimer, ça a été le cas en réalité avec l'arrivée du néolibéralisme, donc la tombée dans la toute-puissance du capitalisme depuis les années 90, eh bien, il a subi sans pouvoir exprimer ce qu'il ressentait. Pourquoi? Parce que ce nouveau capitalisme, ce néolibéralisme avait pris les médias et il était tombé dans la toute-puissance grâce à ça. Grâce aux médias qui s'est accaparé à partir des années 90-2000, l'époque où en France, ça a été Mitterrand qui a commencé à vendre des espaces médiatiques à Bouygues, à Berlusconi, à ce type d'entrepreneurs qui ont amené une valeur complètement différente dans les médias. Ils ont mis le marché dans les médias en réalité. Et donc, ça a complètement
perturber le fondement des médias qui est d'informer le peuple, d'éclairer le peuple, de l'ouvrir et de l'ouvrir à toutes les perspectives, pas donc d'être le plus lucide possible. Et pendant les 30 Glorieuses, à l'époque des Pierre Desgroupes, Igor Barrère, ces journalistes qui étaient là, qui faisaient une télévision avec très peu de moyens, mais qui faisaient un boulot extraordinaire. Si on compare les médias à cette époque-là et les médias aujourd'hui, on voit à quel point ils prenaient le journalisme à cœur, à quel point ils avaient une éthique incroyable par rapport à ce qui s'est passé depuis. Et donc, ces médias, c'est eux qui ont amené cette idée de populisme. C'est pas le peuple qui est devenu populiste comme ça, de façon irrationnelle. C'est en fait, le peuple fonctionne par mimétisme, on le sait, et malheureusement le marché le sait très bien. C'est-à-dire que, voilà, il suffit qu'ils disent on vend à prix coûtant la crème de chocolat, là, je sais pas comment ça s'appelle, dans tel magasin, et les gens vont aller se battre pour sortir quelque chose comme ça. Le marché peut très bien faire battre le peuple, quoi. Le mettre en compétition, le faire courir. Il suffit qu'il fasse courir quelques personnes pour que les autres suivent. Malheureusement, le peuple fonctionne par mimétisme. Et le marché le sait, les psychologues qui travaillent pour le marché le savent, etc. Donc c'est un abus du peuple, tout simplement. C'est une malversation en réalité. Et c'est ce qui a donné ce qui a entraîné le peuple vers le populisme. Parce qu'ils ont commencé à nous faire l'oligarchie, donc les dominants, hein, le patronat en réalité, c'est ça l'oligarchie, qui maîtrisait toutes ces nouvelles télés, BFM, TF1, CNews, LCI, C8, machin. Toutes ces télés appartiennent au patronat, indirectement, parce que c'est des grands patrons qui les détiennent. Et donc, ces types-là, leur hantise, pardon, c'est la gauche qui parle de social, qui veut améliorer la condition des ouvriers, qui ont cette vision-là. Donc, instinctivement, parce que c'est même pas une réflexion, c'est pas des malversations, le patronat est pas méchant par nature, simplement il veut pas de contradiction. S'il pouvait faire qu'il n'y ait pas de syndicat, il le ferait, il n'y a pas de problème. S'il peut arriver à neutraliser tout ce qui peut le critiquer, il le fait. Et grâce à ces médias, c'est ce qu'il a réalisé. Il a empêché les journalistes de faire leur métier, donc de critiquer le patronat. Entre les années 90 et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a poussé les gilets jaunes à prendre le boulot des journalistes qui ne le faisaient plus. Donc à aller prendre les risques, à aller se faire casser la gueule dans la rue, aller se faire éborgner, aller se faire maltraiter, à la place des journalistes qui en fait c'était leur boulot en fait de protéger le peuple, de révéler ce qui allait pas, de faire en sorte que le peuple soit protégé, quoi, et que les puissants soient éclairés, que les malversations des puissants soient éclairées. Et ben à partir de là, ces nouveaux médias ont fait monter des hommes politiques qui leur convenaient. Ça a été l'époque des Sarkozy, etc. En France, les Bush aux États-Unis,
Berlusconi en Italie, etc. C'était le fruit de la télévision, ces nouveaux hommes politiques qui n'avaient pas une culture très haute, qui n'étaient pas des... Voilà, qui n'avaient pas une éthique 100% comme l'éthique qu'on pouvait retrouver les années précédentes. Il y avait une dilution de ces caractères. C'était des caractères plus populaires, plus populistes en réalité. Et donc c'est bien les médias qui ont fait cette ambiance. Et c'est les médias qui font l'ambiance qu'on ressent aujourd'hui, l'ambiance raciste, l'ambiance parce que ça arrange le patronat, que le peuple tape sur plus pauvres qu'eux, que les prolétaires, qu'on leur montre des boucs émissaires, bon voilà, ceux qui viennent voler notre pain, l'ouvrier polonais, ceux qui viennent voler tel groupe humain, etc., etc. Et donc, ça fait, pour lui, c'est le système du pervers narcissique. Un pervers narcissique, pour pas qu'on le détecte, pour pas qu'on le voit, il montre du doigt à tout son fan club, quoi qu'il est là, il montre du doigt quelqu'un en disant « Regardez, lui, comment, voilà, il est méchant, c'est lui qu'il faut détester, etc. » Il se débrouille pour qu'on porte pour qu'on aille critiquer telle ou telle personne, et comme ça on le voit pas en fait. Et le marché, il fait exactement la même chose. Le patronat fait exactement la même chose parce que c'est un système pervers narcissique. Donc il se débrouille à travers ces médias à ce qu'on pointe du doigt ce que c'est les types qui passent dans ces médias, qui font la pluie et les beaux temps, là, les journalistes, les animateurs, les invités, ils pointent du doigt les musulmans, les roms, ceux qui essayent de ruser ceux qui travaillent pas, bon bref, voilà, il va faire détester la partie la plus souffrante de l'humanité, ceux qui ont le plus de mal à vivre dans ce monde impitoyable. Il va en faire le bouc émissaire comme les nazis faisaient avec les juifs. Et c'est exactement pareil. C'est une manière de pas se montrer, quoi, en fait, et de pouvoir se dissimuler. Voilà. Alors c'est beaucoup plus doux chez le pervers narcissique que chez le psychopathe nazi ou chez le psychopathe fasciste, mais c'est la déclinaison, en fait. Le psychopathe, le pervers narcissique, c'est l'enfant spirituel, c'est l'enfant psychologique du dictateur en réalité. Voilà, sauf que il s'organise pour une dictature de velours, une dictature douce qu'on sent pas passer, quoi, qu'on voit pas arriver. Voilà, mais en même temps, le psychopathe, on n'a pas vu arriver sa dictature. Ça a été vite réglé, hein. Dès qu'il a pris le pouvoir, Hitler, en quelques mois, il a interdit le communisme, il a déporté les communistes, les autres, ils ont été obligés de fuir, etc., etc. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Il faudra le regarder de près, mais en Argentine, avec ce nouveau chef d'État qui arrive. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si ces idées un peu atypiques vous paraissent sensées et intéressantes, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, et puis vous pouvez écrire des commentaires si ça vous pensez que c'est intéressant. Voilà, merci en tout cas de votre écoute et de votre présence.